Le débat qui nous ouvre aujourd'hui, ce n'est pas un débat théorique abstrait comme une série d'autres débats sur la stratégie, parce que on est quand même à essayer de comprendre pourquoi le prolétariat, c'est-à-dire la classe de celles et ceux qui vendent leur force de travail, qui sont dépossédés de leur travail, qui sont exploités, opprimés, qui représentent dans un pays comme le nôtre plus de 80% de la population, ne crée pas des situations de déstabilisation totale de la société, puisque ceux qui dominent sont une infime minorité. Je crois que pour comprendre ce qu'est le prolétariat aujourd'hui et cette situation, il faut partir d'une phrase du manifeste communiste qui, je pense, est extrêmement importante. C'est que la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, c'est-à-dire tous les rapports sociaux. Et donc, la façon dont s'organise la bourgeoisie, le capital, l'exploitation, les entreprises, change en permanence. Et évidemment, le prolétariat du 19e siècle en Grande-Bretagne, le prolétariat chinois aujourd'hui, le prolétariat en Europe capitaliste est profondément différent. Alors, l'évolution capitaliste se traduit par une recherche d'extension du pouvoir territorial sur la nature, etc. Bon. Mais il y a une vraie réflexion, il y a des évolutions techniques, des évolutions technologiques, une évolution économique, des choix économiques, etc. Bon. Mais il y a aussi une volonté politique. C'est-à-dire que les évolutions ne sont pas le produit mécanique d'une évolution économique, d'une évolution de la production. Elles sont aussi le produit de choix politiques. On prend par exemple le choix de passer du charbon au pétrole. Quand il a été fait, il avait une logique au niveau de l'armée, mais il n'avait pas de logique économique. Le pétrole coûtait plus cher que le charbon. Ceci dit, il y avait des vraies discussions au sein de la bourgeoisie pour empêcher le secteur des mineurs, qui était un secteur, on le sait en France jusque dans les années 50, extrêmement massif, puissant et organisé, de jouer un rôle politique et central dans les sociétés par sa fonction. Il fallait casser ce truc-là. Il y a une série donc d'évolutions qui sont des évolutions de la politique consciente de la bourgeoisie. Alors, quelques mots sur ce qu'est le prolétariat en France aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut quand même avoir des ordres de grandeur. Hein. Les salariés, c'est plus de 90% de la population. Il n'y a jamais eu autant de salariés. Les non-salariés, c'est moins de 10%. Alors évidemment, tous les salariés ne sont pas des prolétaires. Carlos Ghosn est salarié, Emmanuel Valls est salarié, donc ce n'est pas des prolétaires. Bon. Mais disons qu'une dizaine de pourcents de ces salariés ne sont pas vraiment opprimés dans la société. Mais par ailleurs, il y a des séries, il y a des groupes sociaux non salariés comme les paysans pauvres ou un petit artisan qui est beaucoup plus proche du prolétariat que des bourgeois. Bon. Donc ça veut dire que quand on dit que le prolétariat dans la société française, ou dans les sociétés européennes d'ailleurs, représente 80% de la population, c'est globalement la réalité. Dans cette donnée-là, moins de 30% travaillent dans l'industrie. C'est 22% oui, c'est ça. C'est 22% dans l'industrie, 7% dans le bâtiment, ce qui veut dire que tout le reste, c'est dans le tertiaire. Soit les fonctionnaires, soit le tertiaire marchand. Dans le tertiaire marchand, dans les données statistiques, le transport est dans le tertiaire marchand. Mais ça donne une idée de là où se situent les gros bastions, avec deux choses là-dessus. Hein, moins d'un salarié sur 4 est ouvrier. Hein, l'industrie, le seuil haut de l'industrie, c'est 1970, hein, 50% de la population. Aujourd'hui, on est retourné à la situation d'il y a un siècle. Hein, avec une autre donnée qui est tout à fait importante, c'est que quand le prolétariat s'est constitué en France, il s'est constitué au cours des années 20 et 30 dans des grosses entreprises. Hein. Plus de 40% des gens qui étaient embauchés dans les années 30 étaient embauchés dans des établissements de plus de 500 personnes. Hein. Aujourd'hui, ces établissements de 500 personnes, c'est rare. Hein. Mais ça donne une idée, quoi. Et donc, on a aujourd'hui la moitié de ces prolétaires sont dans des entreprises de moins de 50 salariés,
Donc, sachant que toutes ces données statistiques, il faut les prendre avec précaution, parce qu'on peut avoir une entreprise de 3000 salariés qui a 20 implantations, il n'y a aucun établissement de plus de 60, 70, sauf le siège social, ou un lieu comme l'aéroport de Roissy, où il y a 100 000 personnes avec des centaines d'entreprises. Donc tout ça, évidemment, les données statistiques ne donnent pas cette réalité politique. Alors, ce sur quoi je n'ai pas du temps en 10 minutes d'expliquer le rôle du chômage, la place des femmes, des jeunes, tout ça, enfin bon. Mais ce que je voulais insister pour la fin de cette introduction, c'est sur les choix du néolibéralisme et les effets qu'ils ont sur le prolétariat. Parce que le capital, en particulier en Europe depuis les années 30, a transformé la société, disons, du sol au plafond, en morcelant le salariat, en mettant à mal son identité. Il y a toujours eu une idéologie dominante, une idéologie qui consiste à dire que la domination des exploiteurs est naturelle, bien évidemment, mais la façon dont le néolibéralisme s'est engagé ne se contente pas simplement de détruire l'État-providence, la sécurité sociale, etc. Ce n'est pas la restauration du capitalisme du 19e siècle, comme souvent il est dit ici et là. C'est une intervention de l'État avec une fonction politique et tout à fait fondamentale. Il y a un théoricien du néolibéralisme des années 30 qui explique, de l'ordolibéralisme, un des courants du néolibéralisme, qui explique ce qu'était la prolétarisation pour eux et pourquoi il fallait en sortir. La prolétarisation signifie que les hommes tombent dans une situation sociologique et anthropologique dangereuse, caractérisée par le manque de propriété, le manque de réserve de toute nature, y compris de liens de famille et de voisinage, une dépendance économique, le déracinement, des logements de casernes de masse, la militarisation du travail, l'éloignement de la nature, la mécanisation de l'action productive. Bref, une dévitalisation, une dépersonnalisation générale. C'est un état pathologique comme il n'en exista jamais d'une telle amplitude au cours de l'histoire. Et ça, ce sont des gens qui dans les années 30, voient la montée révolutionnaire, voient la montée du fascisme, voient ce que ça veut dire pour leur production, et commencent à réfléchir à créer autre chose. Et entre le moment où on réfléchit, le moment où on décide et le moment où on s'applique, il y a toujours 10, 15, 20 ans, voire 40 ans. Bon, mais il y a là une véritable conscience que, ce qu'on voit en Chine aujourd'hui d'ailleurs, c'est produit en Europe entre le 19e et le 20e siècle selon les pays, mais il y a une volonté consciente de déprolétariser tout ça. Et donc, pas seulement d'exploiter les salariés, de maximiser la production, mais de créer un truc qui réfléchisse, qui est l'homme entrepreneurial. Et c'est quoi leur idée? Leur idée, c'est qu'il faut que la règle de fonctionnement de la société soit la concurrence entre tous. Merci. La concurrence entre tous. Et que tous les salariés intériorisent ces normes-là. Et on crée, dans le travail, au quotidien, une concurrence permanente. Quand on travaille chez Renault, qui a un nouveau moteur, les usines Renault sont mises en concurrence. Les ateliers sont mis en concurrence. Quand on est à France Télécom, les équipes sont mises en concurrence. Et de manière de plus en plus précise, les individus sont mis en concurrence. Et tout ça n'est pas seulement le produit d'une organisation du travail, mais c'est aussi avec une surveillance, des évaluations, des punitions, un système coercitif qui a un effet sur l'ensemble des conditions du travail. Alors, comme toujours dans le capitalisme, quand il y a des décisions qui sont mises en place, bon, l'autre aspect, c'est que ces logiques d'organisation du travail et qui sont déterminantes dans la place qu'ont les individus dans la société et dans leur insertion dans le prolétariat comme force sociale, s'unifient. C'est-à-dire que les conditions de travail aujourd'hui sont beaucoup plus proches entre un fonctionnaire et un ouvrier de Renault qu'elles l'étaient dans les années 30. Parce que, y compris, par exemple, dans la fonction publique, cette concurrence et cette désorganisation, elle est permanente. C'est-à-dire que les réorganisations sont annuelles, les systèmes, les gens changent de bureau, changent de chef, et ça a comme logique d'interdire la construction de réactions collectives à ce qu'organise le patron. Dès qu'on change, on est déstabilisé, il faut retrouver un certain temps pour retrouver ses marges de manœuvre face au chef, face à la hiérarchie, face au choix, et tout ça sont des processus
qui détruisent les collectifs de travail, détruisent la conscience collective, évidemment, dont les effets, c'est la souffrance au travail, les suicides et tout ça. Mais ça, on connaît tous ça, partout où on bosse, on connaît ça, évidemment. Et donc, le néo-capitalisme travaille à détruire cette dimension collective de l'existence, et ça, c'est évidemment une question majeure, parce que le prolétariat n'existe pas statistiquement, il existe parce qu'il agit collectivement. Dès lors que toute l'action collective qui est cassée, la force qu'il représente est une chose qui pose le problème du pouvoir dans la société. Je vais m'appuyer de fait sur l'exposé de Patrick pour commencer par dire que le diagnostic d'ensemble, c'est le diagnostic à partir duquel, même si on peut discuter un peu dans les détails, et notamment sur la réalité des formes de la désindustrialisation et la persistance sous des formes évidemment renouvelées, beaucoup plus fragmentées, de certaines concentrations ouvrières qu'on trouve encore aujourd'hui structurées autour de noyaux stratégiques, par exemple encore dans l'automobile, par exemple encore dans l'aéronautique, outre les concentrations qui croissent, mais il y en a d'autres dont on pourrait discuter. Donc on pourrait affiner peut-être un peu cette grille de lecture-là. Et de façon générale, moi, en 10 minutes, je vais surtout insister sur l'aspect un peu plus prospectif, sur l'aspect subjectif du problème. Une crise de conscience de classe, une crise d'organisation issue du rouleau compresseur néolibéral qui s'enracine notamment, et on en paye encore les traces, à la faveur et évidemment de la chute de l'URSS, du discrédit d'idées communistes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette rétrospective historique-là. Par contre, je vais m'appuyer donc sur ce qui ressort de fait comme un paradoxe. Je vais m'appuyer là sur deux citations du livre d'Olivier, La conjuration des inégaux, qui a été publié en janvier de l'année dernière, puisque la conclusion qu'il tire de l'analyse objective de la situation du prolétariat d'aujourd'hui reste la suivante. En résumé, c'est la page 116 du livre, les ouvriers sont des prolétaires, mais le prolétariat est un camp social bien plus large qui englobe les vastes secteurs du salariat. La classe ouvrière industrielle continue cependant à occuper au sein du prolétariat une position stratégique dans le processus de production, ce qui la place en situation potentielle de pouvoir bloquer la base du système économique, d'où part la création fondamentale des richesses. Pour deux points, l'industrie. Voilà ce qui donne à son action un caractère explosif du point de vue des tenants du système. C'est quand même une thèse à laquelle, naturellement, je souscris. Là, je vais apporter quelques éléments de discussion, c'est par rapport à ce qui suit, et qui va, me semble-t-il, aussi dans le sens du diagnostic que Patrick fait. C'est la chose suivante. Toutefois, un rôle primordial ne signifie pas hégémonique, d'autant que dans les sociétés développées, berceau du mouvement ouvrier, la classe ouvrière n'assure plus forcément sa fonction motrice d'antan, au moins qu'on puisse dire, dans les luttes sociales. Mais là n'est pas la question, en ce sens que la classe ouvrière n'a jamais synthétisé à elle seule toute la classe dominée. Le prolétariat n'a jamais été synonyme d'ouvrier, ni même d'activité manuelle, pas même aux yeux de Marx. Là où il y a une discussion qu'on peut mener, c'est lorsque le camarade nous dit que la classe ouvrière n'assure plus sa fonction motrice d'antan, mais là n'est plus la question. Je pense que justement, si, c'est là qu'est la question. C'est sur ces remarques, sur ce point-là, que je vais apporter quelques remarques. Alors, quand on réaffirme malgré tout cette fragmentation qui est un produit historique, pas une fatalité, qui est aussi le produit de stratégies délibérées de la bourgeoisie, de stratégies d'atomisation de cette classe qui auparavant était concentrée dans des usines forteresses littéralement ingouvernables par le capital. Eh bien, le paradoxe, c'est que si on considère malgré tout que cette centralité reste une donnée objective, alors il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer la classe, à défaut qu'elle soit la force motrice dont on souhaiterait revoir le surgissement aujourd'hui. On ne peut pas non plus tourner le dos au travail qui consiste à reconstruire de façon offensive et
en se mettant au cœur du problème, les conditions dans lesquelles cette centralité peut se retransformer en un facteur d'unification subjective de l'ensemble des luttes des exploités et des opprimés, de l'ensemble des luttes de notre classe. C'est en ce sens-là, je dirais que dans toute sa dimension de crise, le mouvement ouvrier ne sera jamais, tant qu'on sera sous le capitalisme, un mouvement parmi d'autres, de même que le front de la lutte ouvrière et le front de la classe ouvrière ne sera pas simplement un front de lutte parmi d'autres qui s'associerait sur le mode de l'addition ou de la combinaison à optimiser à d'autres fronts, le front antiraciste, le front écologique, le front féministe, autant de points évidemment sur lesquels il faudrait longuement développer. Parler de la centralité et rappeler, je fais Olivier, la centralité de la classe ouvrière, c'est au contraire essayer de reconstruire cette capacité qui a été en réalité la sienne historiquement, de synthétiser l'ensemble de ces luttes au-delà de là où elle était spécifiquement localisée. Ça signifie, en termes de traduction politique et militante d'une telle orientation aussi théorique, ça repose la question du type de priorité stratégique qu'on accorde au travail dans la classe. Ça repose la question de la mise au cœur de notre bataille, l'implantation dans cette classe et le travail qu'on peut y mener à la base dans l'ensemble des boîtes, que ce soit les secteurs stratégiques de l'industrie qui persistent ou d'autres secteurs, les services, tous les types de lieux de travail que l'on connaît. Alors, parmi certaines contributions ou dans les discussions sur le sujet que nous pouvons avoir, il y a un élément de critique qui consiste à dire que le degré justement élevé du caractère défensif des luttes qui sont menées dans la classe, leur caractère éparpillé, isolé et qui ne possèdent pas un caractère de masse, ferait qu'on devrait plutôt se tourner vers d'autres alternatives, vers d'autres substituts en dehors, vers là où il semblerait y avoir des possibilités enthousiasmantes, ou en tout cas dynamisantes de mobilisation. Et le critère étant, un critère étant apporté en complément, à savoir que se mettre s'immerger et accorder une priorité à l'implantation dans la classe, dans la situation actuelle, ce serait prendre le risque de se limiter à des combats de fait corporatistes ou uniquement défensifs sur la question des salaires, sur la question des conditions de travail, etc. Donc la question c'est pourquoi s'y réimplanter, s'implanter, pourquoi faire, c'est pas s'implanter, c'est pas comment dire, un hocher ou un mot d'ordre qu'on lance hors sol. C'est pour y mener un type de bataille qui est justement à l'opposé de ce que Lénine appelait la conscience trade unioniste. C'est au contraire pour y mener un type de politique qui permettra de reconstituer cette capacité de la classe à synthétiser l'ensemble des luttes à l'échelle de la société dans son entier. C'est-à-dire pour y mener au sein de la classe une lutte qui est d'essence foncièrement politique. Je vais juste deux éléments par rapport à ça. Quel est le type de bataille qu'on peut mener auprès de ces travailleurs qui, à défaut d'être le sujet avec un grand S que les staliniens mythifient rétrospectivement, soit dit en passant, eh bien pour y reconstruire notamment l'idée que n'importe quelle lutte ouvrière sur les salaires, sur les conditions de travail, est une lutte qui engage les intérêts de l'ensemble de la classe et qui, à un moment ou à un autre, se confronte aux batailles contre le racisme, aux batailles contre le sexisme, puisque quand on veut mener une lutte ouvrière à bien sur ces terrains-là, eh bien, on est obligé de déplacer les clivages, de déplacer les préjugés qui divisent la classe au sein de cette réalité du travail aujourd'hui. Autrement dit, le type de bataille qu'il y a mené, c'est une lutte, c'est une bataille et une intervention militante d'essence politique qui croise organiquement la bataille contre l'ensemble de ces oppressions qu'on qualifie de spécifiques, de sorte que chacune de ces luttes puisse rayonner au-delà de sa sphère initiale, au-delà des portes de l'usine, au-delà des enceintes du bureau.
l'idée que toute lutte ouvrière doit rayonner au-delà et se diffuser au-delà de sa propre localisation initiale, c'est justement le défi qu'il y a à relever aujourd'hui. Et dans l'autre sens, nous savons tous que nombre de batailles naissent hors de l'usine, naissent de la rue, naissent dans les quartiers sur des questions de genre, sur des questions de droits démocratiques, sur des questions antiracistes. Et pour que ces luttes puissent non pas simplement conquérir, même si c'est important, un certain nombre de droits ou voir certaines revendications aboutir seulement sur le terrain bourgeois. La seule façon qu'il pourra y avoir que ces luttes aboutissent pleinement, ce sera que la classe. C'est une classe ouvrière au sein de laquelle il aurait pu y avoir la dynamique précédemment évoquée, reconstruite, et bien que la classe les prenne à la charge et les mène à bien. Et c'est en ce sens-là que le véritable tribun du peuple, pour reprendre la formule de Lénine dans Que faire, la capacité du révolutionnaire à avoir comme modèle le tribun du peuple, le véritable tribun du peuple, ce sera la classe dès lors qu'elle sera capable, et c'est le rôle clé qui est le nôtre, dès lors qu'elle sera capable de se reprendre à sa charge l'ensemble de ces batailles qui pour l'instant manquent d'un potentiel unificateur qui se situe au cœur de la bataille contre le capital. Ouais, quelque part, la discussion, à mon sens, qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que la classe ouvrière elle est capable de construire notre société? Parce que tout le monde dit la classe ouvrière, elle existe, elle continue d'être là, de manière transformée, mais quelque part, est-ce qu'elle n'est pas trop atomisée? Est-ce qu'elle n'est pas trop intégrée au système capitaliste à l'heure actuelle? Et est-ce que l'adversaire, lui, au contraire, est-ce qu'il n'est pas tellement fort, tellement plus fort qu'auparavant, et tellement conscient, que quelque part, on ne peut pas compter que sur le prolétariat pour créer un nouveau type de conscience, un nouveau type de projet politique collectiviste, communiste. Je pense qu'il y a ça comme débat, et il y a des implications aussi pratiques. Il y a un débat qui se mène, comme je pense un certain nombre d'entre vous le savez, sur la place de l'intervention sur les lieux de travail. Est-ce que c'est une intervention, comment dire, parmi d'autres, ou est-ce que c'est une intervention qui a une place particulière? Pour essayer de dire quelques mots par rapport à ça, alors moi je commencerai juste par peut-être donner sur le tableau d'ensemble de la classe ouvrière, du prolétariat. Il y a la France, il y a les pays anciennement industrialisés, mais il y a aussi ce qui se passe au niveau mondial. Au niveau mondial, d'après les chiffres de l'Organisation internationale du travail, on est passé de 2,2 milliards à 3,2 milliards entre 1991 et 2012. C'est la force de travail globale, paysans, industrie, services. Sur cette évolution-là, on passe de 490 millions au niveau de l'industrie à 715, une augmentation de 46%. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la dernière période, depuis 2004, le taux de croissance de l'industrie est supérieur à celui des services. Donc attention à baisse de l'industrie, c'est plutôt une déruralisation qu'une désindustrialisation. Bon. Et deuxième remarque, pareil très très bref par rapport à ça, les évolutions du capitalisme ne créent pas que de la force pour notre adversaire, ils créent aussi des faiblesses. La grève des ouvriers en Turquie de Bursa, de 13 jours à Renault, ça a été dans plusieurs entreprises mais à Renault, elle aurait duré 2 jours de plus, Flin était à l'arrêt. Ça c'est pas complètement nouveau l'interdépendance entre différents centres de production, mais ça a des conséquences. La production juste à temps, le fait de reconcentrer un certain nombre de fonctions, par exemple à la poste, si vous bloquez les centres de tri colis ou courrier, vous avec on va dire 100 ou 200 grévistes, vous avez un impact bien supérieur à 2000 facteurs qui peuvent faire grève dans 50 banlieues où économiquement la direction de l'entreprise n'en a rien à faire. Donc les nouveaux fonctionnements du capitalisme créent aussi des nouveaux points faibles, mais ça je ne vais pas développer. Moi je voulais surtout développer 2 points. Un premier argument qui a été développé assez longuement dans un texte par Jean-François, qui est dans la salle, donc il pourra y compris peut-être revenir dessus s'il veut, mais en gros, l'argument historique que je voudrais employer là aujourd'hui, c'est mais attendez, la précarité et l'atomisation d'aujourd'hui, sur laquelle on est très nombreux à insister, la sous-traitance, l'intérim, tout ce que tu disais, y compris au niveau subjectif, c'est pas que de l'exploitation, c'est aussi de l'oppression et de l'aliénation. Bon. La classe ouvrière du début du XXe siècle en France, c'était majoritairement des paysans qui, quelques mois par an, allaient prendre un logement ultra précaire et qui ne payaient pas forcément, et qui en réalité allaient en ville pour gagner suffisamment d'argent pour garder leurs terres. Bon.
Il n'y avait qu'une minorité en réalité qui était embauchée à l'année. Ça n'a pas empêché les militants révolutionnaires anarchistes qui ont dirigé la CGT de diriger une organisation de plusieurs centaines de milliers de membres. On pourrait, dans l'État espagnol, voilà, le mouvement ouvrier a été au début du XXe siècle dominé par des militants révolutionnaires, dans des conditions de précarité, j'ai envie de dire, bien pires qu'aujourd'hui. La Commune de Paris, on peut la chercher longtemps, la grosse usine à l'époque. Bon, donc quelque part, c'est un petit peu mécanique de dire degré de concentration dans l'industrie égale capacité. Bien sûr que c'est plus facile de se rendre compte de ta propre force, mais c'est un petit peu plus compliqué et l'intervention du facteur subjectif d'un projet de militant capable d'aller dans le cœur de la bête pour créer cette conscience-là, elle est un petit peu essentielle. Et aujourd'hui, là pareil, je reprends un élément de ce que disait Jean-François, il y a peut-être aujourd'hui quelque part une reprolétarisation, y compris peut-être plus même morale qu'objective, des travailleurs sous nos latitudes, des travailleuses et des travailleurs. Bon. Je ne vais pas forcément beaucoup développer, mais quelque part, les 30 Glorieux, c'était aussi de la stabilité. Et aujourd'hui, cette stabilité, sous l'impact des coûts de la classe dirigeante, cette stabilité elle est un petit peu en train de saper le sol sous nos pas, ou plutôt sous les pas des capitalistes. Je n'ai pas forcément le temps de donner des exemples. Bon. Et la convergence dont tu parles entre la condition d'un fonctionnaire et d'un travailleur du privé en France, c'est quelque chose à mon avis qu'on voit au niveau mondial aussi. Et pas qu'au niveau objectif. C'est pas simplement les conditions de travail avec la dette. Maintenant la Grèce c'est presque comme un pays du tiers-monde, on se demande. Non seulement les conditions objectives dans lesquelles on milite, dans lesquelles on vit, se ressemblent de plus en plus avec les privatisations, avec les attaques, etc. Mais comment dire, mais aussi au niveau subjectif, ça commence à poindre. 30 ans de néolibéralisme, ça fait qu'on occupe les places. Et qu'on s'inspire les uns des autres. Attention, on n'en est pas encore à avoir un projet socialiste, occuper des places en disant je vais faire dans le Wisconsin, les grévistes du Wisconsin en 2011 qui disaient faisons comme les Égyptiens. C'est pas encore évidemment construisons le communisme, bien sûr. Mais c'est pas exactement la même chose que de vivre dans des mondes différents, que de ne pas regarder les mêmes vidéos YouTube et de ne pas commencer à réfléchir de fait un petit peu plus collectivement qu'auparavant. Et donc quelque part, le prolétariat en tant que classe internationale, il a commencé déjà à se constituer dans la nouvelle situation. Il a commencé. Hein, je souligne. Donc ça c'est, voilà, remettre en cause cette idée que avant c'était mieux, avant c'était stable, avant il y avait le mouvement ouvrier, et donc c'était plus facile et c'était mieux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Deuxième élément et dernier élément que je voulais développer, c'était, bon, voilà, tout ça, c'est effectivement, c'est un débat théorique et très important, et les termes du débat théorique, c'est pas du tout pour minimiser son importance, mais prenons le problème par un autre biais. Où, aujourd'hui, dans le monde, ça discute le plus de socialisme, de communisme, de partis révolutionnaires, où tu as pas simplement, on est 40 dans la salle, mais où c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Il y a un pays où ça se passe, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Alors on vient de fêter, entre guillemets, les 3 ans du massacre de Marikana. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette grève dans les mines de platine il y a 3 ans, et avec le gouvernement de l'ANC qui tire, en faisant penser à ce que ça pouvait être sous l'apartheid. Bon. En réalité, il y a eu, ça a été un véritable électrochoc. Le fait que ce gouvernement qui se réclamait de la transition post-apartheid puisse tirer sur des ouvriers noirs en lutte, bon, là ça a provoqué, accéléré, déclenché, on va dire, un processus de rupture. Bon, je vais faire un peu simple et à la hache, mais grosso modo, vous avez le plus gros syndicat de tout le continent africain, les métallurgistes, le NUMSA, le syndicat des métallurgistes d'Afrique du Sud, qui a déclaré, alors ils sont 340 000, mais en réalité il y a d'autres secteurs avec eux, c'est à peu près 1 million de travailleurs organisés, on va dire, derrière eux, dans d'autres secteurs, qui ont dit, on rompt avec le gouvernement, et on explore la possibilité de construire un parti ouvrier en vue du socialisme. Ce qui est très intéressant, et en même temps, à mon avis, ce qui est leur grosse difficulté, c'est qu'ils sont obligés là de faire 3 ou 4 choses à la fois. Ils disent qu'il faut construire un nouveau parti, en opposition à l'ANC. Bon. Ils disent qu'ils sont en train de construire un front unique. Ça, c'est très intéressant par ailleurs. Sur le débat, lieu de travail, hors du... Ils sont en train de construire, c'est peut-être ça qui est le plus avancé, plus même avancé que leur projet de construction de parti. Ils ont construit une coalition avec des mouvements sociaux hors entreprise, contre les coupures d'électricité, pour le droit au logement. Voilà, quelque part, quelque chose qui part de la classe ouvrière, qui part, je veux dire, des mineurs, qui part des métallurgistes, pour dire, c'est vraiment old school. Bah ouais, mais quand il y a un projet politique derrière, avec plein de défauts, hein, la direction de ça, c'est la gauche de la bureaucratie syndicale. Ils sont encore prisonniers
de conception, de révolution par étapes. Je ne veux pas du tout peindre en rose la direction du syndicat des métallurgistes d'Afrique du Sud. Mais quand ça part de là, quand ça part de ce type de secteur, et quand il y a une vision politique, il y a une volonté d'essayer de poser les problèmes hors entreprise, justement, de partir de la boîte, entre guillemets, et d'aller vers l'extérieur, et ben ça donne des discussions pareilles. Ils sont en train de mener la bagarre dans leur confédération pour essayer de ramener un maximum de syndicats avec eux. Ils essaient de faire un parti, ils font un front unique. Et en plus de ça, ils ont mené en 2014 une grève. Franchement, il faudrait regarder. J'ai pas le temps de raconter la grève. Dans les médias occidentaux, c'est la grève de la métallurgie. C'était pas du tout une grève de la métallurgie, c'était une grève reconductible dans plusieurs secteurs à la fois, avec un lockout des salariés dans les petites entreprises qui a duré 6 mois. Ils se sont bagarrés, ils ont y compris organisé des bagarres dans les petites entreprises. Bref, tout ça pour dire que on est là à discuter entre guillemets de oui, plus personne ne parle de socialisme, et quelque part, est-ce que la classe ouvrière, c'est plus tellement, on peut plus tellement compter là-dessus pour justement faire naître ces idées alternatives-là. Bah, regardons ce qui se passe en Afrique du Sud, par exemple. J'ai envie de dire, c'est exactement l'inverse qui est vrai. Et donc, pour conclure, quelque part, ça doit nous interroger, en regardant ce qu'ont été capables de faire, entre guillemets, nos aînés et eux, au début du XXe siècle, entre autres, et de ce que sont capables de faire d'autres militants, pareil, que je ne veux pas idéaliser non plus, dans un autre hémisphère. Quelque part, le rôle du facteur subjectif, le rôle d'un parti pour susciter ces idées-là, pour essayer de reconstruire ce projet-là, il est un peu essentiel. C'est pas tout, il faut aussi une montée ouvrière, il faut une montée des luttes en général, mais n'oublions pas le rôle qu'on peut jouer nous-mêmes. En gros, bon, je voudrais repartir un peu comme tout le monde du fait que la classe ouvrière constitue la majorité dans les pays développés et probablement proche au niveau mondial, que la classe ouvrière, c'est pas seulement le travail de l'industrie, mais c'est aussi, en tout cas, le prolétariat, une majorité sociale dans les pays développés. Et à partir de là, on fait des analyses où on dit, voilà, à partir de cette situation, il doit se passer telle chose. C'est-à-dire à partir d'une analyse des rapports de production, le conflit aura lieu sur les rapports de production dans l'entreprise et on constitue un projet politique à partir de ça. Et donc avec une approche considérant qu'il y a un facteur, objectif, qui est souverain en soi, et puis qu'il faudra qu'elle se révèle, la souverain pour soi, qui va se confronter au patronat dans l'entreprise. Au niveau des rapports de production, pour mettre en place les possibilités d'un pouvoir politique alternatif et les possibilités de la lutte et du socialisme. Alors, avec ce genre d'analyse, on prévoit un peu le passé, ou surtout le passé, mais c'est pas tout à fait à ça qu'on est confronté à l'heure actuelle. Et y compris le passé, quel passé dans les confrontations politiques du passé, ce schéma-là, on l'a vu un certain nombre de fois, mais pas toujours, dans les mouvements révolutionnaires qu'on a connus depuis siècles, c'est pas toujours comme ça que ça s'est passé. On peut décrire, par exemple, les conseils ouvriers de Turin en 1919, on peut décrire l'insurrection ouvrière de Budapest en 1956, mais on ne décrit ni l'insurrection au Nicaragua, ni la révolution cubaine, ni les mouvements de libération nationale qui se sont radicalisés avec des projets non aboutis, mais de socialisme, tout ça. Et donc, cette vision un peu mécanique de la classe ouvrière en soi qui va devenir le facteur subjectif de la révolution, qui va devenir la base de la prise de pouvoir dans la confrontation au niveau des rapports de production dans l'entreprise, je pense que ça ne décrit pas tout de la politique et du socialisme. Maintenant, on s'aperçoit que ça ne se passe pas comme ça. En Tunisie, en Égypte, en Espagne, en Turquie, à Hong Kong, New York, on a vu des mobilisations de masse occuper les places. Parfois, elles ont ébranlé et fait tomber des gouvernements. Et dans l'opinion dominante, la presse, on a qualifié ces mouvements de classe moyenne parce qu'ils utilisaient Facebook et ils avaient des téléphones portables. Prenons les cas de l'Égypte en 2011. La dynamique est assez semblable à tout ce qu'on a vu par la suite. Des luttes ouvrières de plus en plus nombreuses depuis des années auparavant, ça a ouvert un espace politique. Bien avant que démarrent les manifestations de la place Tahrir,
les manifestations ébranlent le gouvernement et dans ce cadre, les luttes de travailleurs se généralisent. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement un peu double entre le mouvement dans l'espace public et le mouvement dans les entreprises. Donc le gouvernement Moubarak est tombé dans un contexte d'insurrection urbaine et de généralisation des grèves. Donc, ni l'insurrection urbaine ne s'est donné de représentation politique, ni la génération des grèves n'a donné non plus de représentation politique, d'où l'impasse dans laquelle on est. En Espagne, le mouvement des indignés, en Tunisie aussi, en Égypte, en Grèce, se développe dans l'espace public et non pas dans les entreprises. Alors, significatif, c'est une anecdote, mais en mai 68, ce sont les étudiants qui vont dans les usines, qui vont vers les usines. Alors, en Espagne, les mineurs des Asturies, en grève depuis des mois, avant que le mouvement des indignés prenne cette ampleur, eux, ils font une manifestation pour aller à Madrid, pour aller sur les places. Donc c'est plus les manifestants qui vont vers les usines, c'est les usines qui vont sur les places. Bon, symboliquement, voilà, ça veut aussi dire quelque chose sur comment les choses se structurent maintenant. Alors, ce mouvement dans l'espace public, c'est pas nécessairement un mouvement d'un premier niveau de prise de conscience, et puis qu'après, derrière, il y aurait une radicalisation qui allait se faire et que les choses allaient se passer dans les usines. Ils s'expriment non seulement comme exploités, mais aussi ils s'expriment comme membres à part entière de la société. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire de ces mouvements, nous qui avons fait de la classe ouvrière le moteur de la révolution socialiste? D'une part, les travailleurs dans les entreprises ne sont jamais absents quand ces mouvements surgissent. Bon, c'est ça, je l'ai dit. Les manifestations sur les places, ce n'est pas des bourgeois ni des petits bourgeois, ils n'ont aucune autre ressource que d'être salariés ou d'avoir besoin de le devenir, si sont chômeurs ou étudiants. Et ils sont, pour une grande partie, des prolétaires non organisés qui travaillent dans des petites entreprises qui n'ont pas la possibilité de se syndiquer. Donc, ils sont autant travailleurs que ceux qui sont dans les usines ou dans les entreprises. Le conflit se situe dans l'espace public aussi, parce que le capitalisme n'est pas seulement exploiteur sur les lieux de travail, il est aussi prédateur dans tous les espaces de vie. Sur l'environnement, dans les services publics, l'urbanisme, le foncier. En période de crise, plus particulièrement, ça a toujours été que le capitalisme exploite et puis réexploite le travailleur quand il va acheter sa nourriture à l'épicerie, comme disait Marx. Mais en période de crise, il essaie aussi de récupérer encore plus fort ce que les générations précédentes avaient accumulé, et de manière structurelle, il est prédateur de la nature. Et donc l'enjeu, il est que se rejoignent les luttes contre le capitalisme exploiteur dans les entreprises et contre le capitalisme prédateur dans l'espace public, que se rejoignent les travailleurs des entreprises qui ont la capacité de faire grève et les travailleurs atomisés qui se regroupent sur les places des grandes villes, les mouvements qui mobilisent contre les effets destructeurs du capitalisme dans la nature, l'espace urbain et les droits sociaux. Il est significatif qu'en Turquie, un des principaux mouvements les plus puissants de ces dernières années a eu lieu sur la place Taksim, en opposition à la destruction d'un parc qui avait pour objectif de créer des supermarchés. Or, ce mouvement-là a ébranlé le gouvernement, a créé les conditions politiques de sa mise en minorité aux élections suivantes. Donc, je pense que nous n'avons pas établi une hiérarchie entre ces deux formes de lutte, dont l'une serait plus socialiste que l'autre, certains étant plus prolétaires ou plus ouvriers que d'autres. Articuler les luttes dans l'espace public et les luttes dans les entreprises, sans prétendre subordonner les unes aux autres et sans faire le pronostic de ce qui est plus stratégique. Ces mouvements en Espagne et en Grèce suscitent et favorisent le développement de mouvements politiques comme Podemos ou Syriza. Et la situation politique concrète à laquelle nous avons à nous confronter aujourd'hui, ce n'est pas des conseils ouvriers dans les entreprises dont il faudrait donner un objectif stratégique de conquête du pouvoir, c'est des mouvements politiques qui existent. Enfin, c'est à ça concrètement qu'on est confronté, malgré nos souhaits que ça se passe différemment. Et c'est avec ça que nous devons faire de la politique. Bon, deuxième angle d'attaque que je voulais prendre, c'est pourquoi se révolte-t-on? Lutter contre la satisfaction, lutter contre l'exploitation, satisfaire les besoins, combattre la misère. Effectivement, c'est a priori, c'est en ça qu'on mesure la révolte. Peut-être. Mais en limitant les causes de la révolte à la misère et aux besoins, on réduit l'être humain un peu à sa seule dimension biologique, comme être de besoin. Alors, pour reprendre une définition aux origines du marxisme, les hommes forment société pour reproduire leur subsistance.
On ne retient parfois que la subsistance et on oublie un peu la société. Ou alors on considère que la société découle mécaniquement de la manière dont on produit et qu'il suffirait donc de définir la production, la satisfaction des besoins, et puis que la société, ça viendrait derrière. Mais les causes de la révolte, c'est pas seulement qu'on ne supporte plus la situation existante, c'est aussi qu'on est capable d'imaginer un fonctionnement différent, une organisation sociale alternative. On ne se révolte pas contre une situation sans issue. Et je voudrais revenir sur l'idée qu'on avait, le programme de transition, la question du socialisme à l'époque, quand il a été écrit, la question du socialisme ne faisait pas débat. Donc le fait de poser des revendications, en arrière-plan de la société, il y avait l'idée que la société pourrait être différente. Aujourd'hui, le fait de formuler des revendications transitoires, ça ressemble un peu à l'idée qu'on devrait amener les travailleurs au socialisme par surprise. Ils se battraient pour des revendications et puis tout d'un coup ils se retrouveraient sous le socialisme sans s'en rendre compte. Moi je défends l'idée que la lutte pour le socialisme ne découle pas des revendications, qu'une alternative doit être définie, que cette alternative qu'il faut appeler un projet stratégique ne se limite pas au renversement de l'État et à la prise du pouvoir. C'est à la définition d'un fonctionnement social, d'un fonctionnement politique alternatif à ce qu'on vit, qu'on donnera l'envie de lutter, y compris de se battre pour des augmentations de salaire. Pour faire une analogie un peu risquée, il y a un projet politique qui a bien marché. Il avait promis la vie éternelle et la résurrection. Je pense qu'il ne faut pas ridiculiser ce truc-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un projet politique se définit par une vision alternative du monde, de l'être humain, de l'avenir, il sera entendu. Et s'il ne définit pas ce projet-là, il ne sera pas entendu. Donc nous devons définir aussi ce que pourrait être une société socialiste en termes de vie éternelle et de résurrection, c'est-à-dire que sera le monde quand nous on ne sera plus là, et quelle idée on se fait du bonheur, quoi. Je pense que la lutte pour les augmentations de salaire, elle passe aussi par une certaine idée de la résurrection et de la vie éternelle. Voilà. Moi, je vais prendre un point de départ différent. C'est de démarrer sur pourquoi est-ce qu'on parle de la classe ouvrière et qui est, je pense, dans notre organisation et dans le contexte politique actuel, une discussion importante. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la classe ouvrière parce que les ouvriers seraient les plus sympathiques ou les plus gentils ou je ne sais pas quoi, mais par rapport à la société qu'on veut construire et au gâchis absolument hallucinant que constitue le capitalisme. C'est-à-dire que la société qu'on veut construire, elle serait fondée sur le fait que le travail est productif, alors qu'on voit que justement dans la société capitaliste, il y a toute une série de métiers qui servent absolument à rien. Les contrôleurs des trains, les contrôleurs des impôts, les flics, et les chefs en tout genre par exemple. Et c'est ce qui fonde la légitimité des producteurs à organiser la nouvelle société. Et deuxième aspect, c'est la construction d'une société sans classe et sans État. Alors pareil, c'est ce qui fonde aussi l'intérêt de parler de la classe ouvrière, c'est que c'est autour de la classe ouvrière telle qu'elle est aujourd'hui dans la société actuelle, dans la réalité, que s'organise le travail de la façon spontanément collective. Alors même s'il y a les aspects qui ont été dits par les camarades sur la mise en concurrence des travailleurs, on sait bien que justement, ce qui est un peu le propre du prolétariat, c'est qu'il a un travail collectif et qui doit s'organiser avec ses collègues de travail pour que ça fonctionne. Alors quel est le but ? Le but évidemment c'est de supprimer l'État, pour supprimer l'État comme corps séparé de la société, la police, la justice, voire l'école, et justement de supprimer tout ce qui est travail qui sert absolument à rien, voire qui est contre-productif dans la société, et donc supprimer les classes sociales par une réorganisation complète de la division du travail. Par exemple, pour donner quelques exemples au passage, le fait que, évidemment, les ouvriers agricoles, ça fonctionne mieux que simplement les agriculteurs individuels, le fait que les patrons, entre guillemets, soient virés et qu'il y ait une élection des gens qui organisent la production, la suppression des bourgeois en tant que classe, etc. Et c'est là aussi autour d'une réorganisation complète
de la production, de l'organisation du travail, que se fonde justement la légitimité à construire une autre société. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas simplement parler des grandes entreprises, celles qui où, en gros, quand il y a une grève, ça marche le mieux pour bloquer la société, la SNCF, l'énergie, etc. C'est que le problème n'est pas simplement de bloquer la société, mais au-delà de ça, et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de la grève générale, c'est l'ensemble des rapports sociaux et l'ensemble de la société qu'il faut révolutionner. Et donc c'est tout le processus de l'organisation du travail et donc tous les secteurs qui doivent être en mouvement. Et l'autre élément, le dernier élément, mais qui est un peu plus évident, donc je ne développerai pas, sur pourquoi on parle de la classe ouvrière, donc c'est justement ce que je viens de dire, c'est que c'est elle qui a le rôle stratégique capital de blocage de la société et qui a la possibilité d'affronter le système capitaliste, d'affronter l'État, d'affronter la bourgeoisie et de l'abattre. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a un peu plus en tête, donc je ne développe pas. Alors du coup, deuxième élément, de qui on parle? Et je crois que justement, compris dans les interventions précédentes, on discute un peu trop de pourcentage et pas suffisamment de rapports dialectiques entre les différentes couches. De qui on parle? Alors, il y a une lecture bovine de la classe ouvrière, autour de Poulantzas, etc. C'est en gros la classe ouvrière, c'est le travail productif, manuel, celui des exécutants, c'est grosso modo la classe ouvrière, c'est l'ouvrier d'usine. Bon, donc tout le monde ici sait bien que c'est erroné, même si par ailleurs ça donne quand même un repère sur les possibilités de blocage de l'économie, de réorganisation, etc. Alors ici, on partage tous le fait que c'est une vision très étriquée de la classe ouvrière, et donc il faut qu'on rajoute l'ensemble des métiers qui permettent la réalisation de la valeur. La vente des marchandises, la circulation du capital, donc cheminots, postiers, routiers, employés, etc. Et donc aussi revenir à ce que je disais au départ sur en gros les métiers utiles pour faire fonctionner la société, pour qu'il y ait une production, pour qu'il y ait un échange, et les métiers qui servent à rien. Un peu cette première distinction-là. On doit ajouter aussi toute une série, et notamment aujourd'hui, de travailleurs intellectuels ou de travail manuel très qualifié. Par exemple, moi j'ai ma grande sœur qui travaille dans la microélectronique. Ça a beau être un travail très qualifié, c'est un boulot répétitif et de production. Donc on voit des similitudes avec les boulots qui sont le cœur de la classe ouvrière. Mais alors la question c'est où est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire que justement, on pourrait avoir la tendance de dire bon, la classe ouvrière c'est tous les employés. Tous ceux qui ont que leur force de travail à vendre. Et là, effectivement, ça a été dit par des camarades, on a un problème, parce que les cadres supérieurs, les flics, les profs, les médecins, tout ça c'est du salariat. Mais ça dit évidemment pas la même chose, et c'est évidemment pas la même chose. Donc on pourrait aussi avoir une vision un peu, disons, idéalisée ou un peu lyrique, comme, même si j'aimais bien l'intervention de Xavier, mais sur en gros la classe ouvrière a été multipliée par 2 depuis l'entrée de la Chine dans le monde du travail, la prolétarisation de tous les secteurs du travail, y compris dans le travail intellectuel, ou moi ce que je disais de la contribution des manuels, sur en gros l'idée, l'éclatement et l'atomisation du prolétariat, c'est un élément subjectif, mais objectivement ça a toujours été. Mais le problème c'est que si on va par là, en gros quel est le problème? Le problème serait que politique. En gros ça serait de la faute des appareils, ça serait de la faute des directions syndicales, ça serait de la faute des directions réformistes, et on ne perçoit pas qu'il y a un problème qui est un peu plus substantiel, un peu plus complexe sur la conscience de classe et les rapports entre les différentes couches des classes sociales. Alors je prends un peu de retard, donc j'essaie d'accélérer. Mais pour revenir quand même à la définition de Lénine sur ce que sont les classes sociales, citées par Daniel Ben Saïd, en gros, 3 choses. Des vastes groupes d'hommes qui se définissent par l'articulation de 3 critères. 1, la position vis-à-vis des moyens de production. 2, la position dans la division et l'organisation du travail. 3, la nature, salariale ou non, mais aussi l'importance, c'est-à-dire le montant du revenu. Et en fait, si on regarde ces 3 critères-là, donc je suis désolé, je ne pourrais pas les répéter, c'est l'existence, il faut percevoir qu'il y a l'existence d'une classe intermédiaire très disparate, aux frontières non étanches, entre la classe ouvrière, enfin le prolétariat, parce qu'on sait bien que le mot classe ouvrière n'est pas très adapté à ce qu'on essaie d'analyser les uns et les autres, entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui détiennent les moyens de production. Cette classe intermédiaire, cette couche intermédiaire, c'est une petite bourgeoisie, avec soit de haut niveau de revenu ou de très haut niveau de revenu, une grande autonomie dans le travail, un rôle d'encadrement ou encore un rôle de perpétuation de l'ordre social. Alors pourquoi j'emploie le terme de petite bourgeoisie? Parce qu'il pourrait tout à fait se discuter. C'est l'idée en gros de retrouver ce qu'était la petite bourgeoisie classique, le fait qu'elle n'a pas de politique indépendante des autres classes sociales. Et on voit que dans une grève, dans un mouvement, ou encore plus dans un mouvement de masse nationale, les contremaîtres,
des cadres, quand il y a une boîte par exemple qui ferme, où les profs ne sont pas forcément des secteurs qui ont une politique indépendante des classes fondamentales que sont le prolétariat et la bourgeoisie, mais que fondamentalement ils doivent se ranger d'un côté ou de l'autre en fonction des rapports de force militants, des rapports de force idéologiques, de l'état de crise, etc. Et y compris, on peut avoir des mouvements d'un secteur à l'autre, et c'est tout ce qu'on voit autour des salariés les plus élevés dans la hiérarchie, qui sont déclassés et qui peuvent se tourner vers l'extrême droite. Alors pour terminer en 2 minutes 30 sur comment avancer, je crois que fondamentalement l'idée c'est, on le partage tous, mais c'est comment constituer le prolétariat en classe. Et revenir à Lénine sur la phrase « la conscience politique vient de l'extérieur de la lutte économique ». Daniel Metsaïd, dans son texte « L'ESSO, l'ESSO, l'ESSO », je crois, insiste en particulier sur le rôle du parti pour faire ça. Et on a tous vu justement, soit un collectionniste, soit un collègue soralien dans son secteur de travail, on voit bien qu'on peut le faire progresser sur la conscience de classe. En réalité, si on arrive à débloquer cette question-là, qui n'est pas un élément de la lutte économique ou de la lutte revendicative, mais qu'on peut avoir justement un projet de société qui dépasse la lutte immédiate, que si on investit l'ensemble du champ politique, que si on discute des autres questions, en particulier des questions internationales. C'est pareil, c'est Daniel Ben-Saïd qui cite Lénine, je vais en dire 2 mots. La division en classe est certes en fin de compte l'assise la plus profonde du groupement politique, mais c'est la lutte politique seule qui l'établit. Le communisme surgit littéralement de tous les points de la vie sociale. Il éclot décidément partout, que l'on bouche avec un soin particulier l'une des issues. La contagion en trouvera une autre, parfois la plus imprévisible. Et c'est ce que exprimaient les camarades Guillaume et Hugo dans le bulletin de discussion. En outre, les luttes contre les oppressions fonctionnent comme des combats pour l'unification du prolétariat, que l'exploitation capitaliste divise tout autant qu'elle unifie. Si bien que la reconstruction d'une conscience antiraciste et féministe ne s'oppose pas à la reconstruction d'une conscience de classe, mais en constitue au contraire une composante essentielle. Et encore une citation parce que j'essaie d'aller vite. Il est illusoire d'imaginer que le mouvement purement ouvrier soit par lui-même capable d'élaborer une stratégie indépendante. Le seul développement spontané du mouvement ouvrier aboutit au contraire à la subordination à l'idéologie bourgeoise. Ça c'est encore Lénine cité et transformé par Ben Saïd. Mais évidemment, dire ça en gros, s'intéresser à toutes les sphères de la politique et faire que le prolétariat se constitue en classe parce qu'il y a cette interaction entre les luttes contre la bourgeoisie, contre le capitalisme dans tous les secteurs, ça ne veut pas dire ne pas faire ce qui est expliqué par Emmanuel et Xavier, l'intervention dans les entreprises, parce qu'effectivement, je termine là-dessus, on a le risque que les mouvements autonomes les capacités de subversion des mouvements autonomes suffisent pas forcément à leur donner une direction prolétarienne ou révolutionnaire, comme on peut le voir par exemple dans les débats aujourd'hui sur le mouvement LGBT en France, l'intérêt LGBT, les états généraux, etc. Il y a aussi une orientation à donner dans ces mouvements-là, et je termine vraiment là-dessus, mais le problème c'est justement de discuter de l'interaction entre les classes, entre les différentes couches sociales, et du rôle du parti pour faire bouger ces lignes-là.